Les Européens dans le peuplement de la Terre de l'Antiquité à nos jours. Grand 1. La place des populations européennes dans le peuplement de la Terre. Petit 1. La croissance ralentie de la population européenne de l'Antiquité au XVIIIe siècle. Dès l'Antiquité, 3 foyers majeurs de peuplement se démarquent. Il s'agit de l'Europe, de l'Asie de l'Est et de l'Inde. Ces 3 foyers représentent la moitié de la population mondiale sous l'Antiquité et même 60% de la population mondiale au passage à notre ère. Elles restent d'ailleurs aujourd'hui les principales concentrations de population. Donc, de l'Antiquité au XVIIIe siècle, l'Europe est une des régions les plus peuplées du monde, mais pourtant, l'augmentation de sa population est faible. Ainsi, de moins 3000 à 1700, la population passe de 2 millions à 125 millions en Europe, ce qui donne une augmentation annuelle de 0,09%. C'est donc une très lente croissance, mais qui est proche de celle de la population mondiale. Alors, il faut expliquer cette lente croissance. La lente croissance de la population européenne est liée à son régime démographique, que l'on appelle jusqu'au XVIIIe siècle un régime démographique ancien. Dans ce régime démographique ancien, le taux de natalité est élevé. On peut l'expliquer par l'absence de contraception, également par le poids de la religion chrétienne qui encourage la natalité, et même par les progrès agricoles qui permettent de produire plus et donc de nourrir plus d'hommes, notamment au Moyen Âge. Mais le taux de mortalité, c'est-à-dire le nombre de décès pour 1000 habitants en un an, le taux de mortalité est aussi important. Il est pratiquement au même niveau. Cela peut s'expliquer par l'absence d'hygiène ou par les difficultés de la médecine à soigner efficacement. Donc, on a un taux de natalité fort, un taux de mortalité fort. Ce qui fait que l'accroissement naturel, c'est-à-dire la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité, est lui-même faible. D'autant plus que on a parfois des périodes de crise démographique. C'est-à-dire ce sont des périodes brèves au cours desquelles on assiste à un phénomène de surmortalité. On peut citer un exemple de crise démographique, l'exemple de la guerre de 100 ans, qui provoque une très grave crise démographique, mais également la Grande Peste, qui touche l'Europe entre 1348 et 1351 et qui provoque la mort d'un tiers de la population européenne. À ces crises démographiques peut succéder des périodes de croissance importante de la population. Mais comme on a une succession de croissance importante et de crises qui provoquent des décès importants, eh bien, grosso modo, la population augmente extrêmement peu. Petit 2, l'accélération de la croissance démographique à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, l'Europe voit sa population augmenter très brusquement. D'ailleurs, la part de la population européenne dans la population mondiale passe de 15 à 25%. On estime autour de 1900 que la population européenne représente un quart de l'humanité. Ainsi, l'Europe devient le premier foyer de peuplement de la Terre. Alors, comment on peut expliquer cette très forte croissance après une longue période de stagnation? On l'explique par le phénomène de la transition démographique. La transition démographique désigne le passage en 2 phases, 2 étapes sur mon graphique, entre un régime démographique ancien que l'on vient de décrire et un régime démographique moderne. Donc l'Europe, jusqu'au XVIIIe siècle, est dans un régime démographique ancien. Dans la première étape de la transition démographique, la natalité reste très forte, mais la mortalité diminue très rapidement. On peut dire qu'elle chute grâce aux progrès agricoles, qui provoquent une meilleure alimentation, grâce à l'amélioration des conditions sanitaires, et finalement grâce
au niveau de développement général du pays qui augmente. Dans cette étape 1, la natalité reste donc très forte, la mortalité baisse très rapidement, et donc le taux d'accroissement naturel devient très élevé. C'est dans cette étape 1 que l'on a la plus forte croissance démographique. Dans l'étape 2, le taux de mortalité stagne à un niveau très bas. Le taux de natalité, lui, chute à son tour au fur et à mesure du développement du pays, d'ailleurs en Europe aussi, au fur et à mesure du fait que la religion devient un peu moins présente dans certains pays. À ce moment-là, l'accroissement naturel reste élevé, mais il diminue quand même. La transition démographique se termine lorsque le pays arrive dans son régime démographique moderne, la dernière étape du graphique, c'est-à-dire lorsque le taux de natalité est faible et que le taux de mortalité est lui-même faible, ce qui provoque un accroissement naturel faible, c'est-à-dire une très faible croissance de la population européenne. Grand 2, l'essor considérable des migrations européennes vers les autres continents. Petit 1, une émigration massive depuis l'Europe. L'émigration désigne le fait de quitter son pays de naissance pour aller vivre dans un autre. L'émigration des Européens est un phénomène massif au XIXe siècle et au début du XXe. Ainsi, on estime entre 1820 et 1920, près de 60 millions d'Européens émigrent. Plus de la moitié de ces 60 millions partent pour les États-Unis, plus d'un cinquième vers l'Amérique latine. Il y a une exception en Europe, c'est la France, qui connaît dès le XIXe siècle une baisse de la natalité, car elle a commencé sa transition démographique avant tous les autres pays européens, et donc sa population augmente moins vite, et elle doit faire appel elle-même à l'émigration. Ceci dit, tous les autres pays européens sont concernés, par vagues successives. Les Anglais et les Irlandais dès les années 1820, et ça s'amplifie ensuite, les Allemands et les Scandinaves au milieu du siècle, et les Italiens après 1880. Bien sûr, la révolution des transports permet aux Européens de se déplacer plus vite, d'abord par le train jusqu'aux villes portuaires, puis en bateau pour les liaisons transocéaniques, puisque peu à peu, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les bateaux à vapeur succèdent progressivement aux bateaux à voile. Petit 2, des causes multiples de départ. Comment expliquer cette émigration massive des Européens? D'abord, elle s'explique par la volonté d'échapper à la pauvreté et de trouver du travail ailleurs. On peut donner un exemple de cela, c'est la grande famine irlandaise provoquée par la maladie de la pomme de terre, qui fait qu'entre 1846 et 1855, les Irlandais, 3 millions d'Irlandais, émigrent essentiellement aux États-Unis. Mais on peut aussi évoquer comme cause la politique migratoire mise en place par les États. À la fois les États européens, mais aussi les États qui reçoivent les émigrés. Alors, en ce qui concerne les États européens, on peut citer un exemple, le gouvernement anglais, qui pratique l'émigration forcée, notamment pour les prisonniers, qu'il va envoyer essentiellement en Australie. Mais il pratique également l'émigration forcée pour les classes sociales les plus pauvres. Mais les pays qui reçoivent, dans un premier temps, encouragent aussi l'immigration. C'est le cas des pays neufs, c'est-à-dire ceux qui connaissent une croissance importante au XIXe siècle. Ils proposent des emplois ou des terres cultivables à des conditions très avantageuses aux nouveaux arrivants. Mais les motivations peuvent être également religieuses. On peut citer le cas des Juifs d'Europe de l'Est qui fuient les pogroms à la fin du XIXe siècle. Petit 3, la difficile intégration des migrants.
L'installation des immigrants correspond rarement à la vie meilleure qu'ils pensaient avoir. Beaucoup se regroupent dans des quartiers par nationalité. C'est le cas par exemple de grandes villes comme New York. On peut citer le quartier de Little Italy où les Italiens se regroupent entre eux. Et souvent ils connaissent des conditions matérielles très difficiles. Et notamment ils sont souvent entassés dans ce qu'on pourrait appeler des taudis. Ils occupent les emplois les plus pénibles et ils sont victimes très souvent de la xénophobie. D'ailleurs, les retours au pays sont nombreux en raison de ces difficultés matérielles, mais aussi en raison de la difficulté de surmonter le déracinement des nouveaux immigrants. Néanmoins, l'intégration d'une majorité de nouveaux arrivants peut se faire progressivement, notamment au XIXe siècle, grâce à la fois à la communauté des anciens immigrés et également grâce à une certaine amélioration de leur niveau de vie. Mais peu à peu, les pays qui reçoivent les migrants ferment leurs portes. C'est ainsi que les États-Unis font des contrôles beaucoup plus poussés lors de l'arrivée des migrants à New York à Ellis Island, et que même au début du XXe, les États-Unis imposent des quotas d'immigrants.